Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le sujet de la sobriété énergétique. Pendant qu'on attendait pour lancer ce moment, vous avez pu contribuer sur un petit nuage de mots pour l'alimenter avec votre propre définition de ce que c'est que la sobriété. On y reviendra dans un moment. Mais pour commencer, je voudrais simplement nous représenter. Donc, moi, Juliette Chevrier, accompagnée de Manon Bernard, et nous sommes toutes les deux salariées de l'ASDER qui anime le dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat en Savoie. Donc nous sommes des conseillers et conseillères qui sommes là pour accompagner les particuliers et les copropriétés sur leurs projets de rénovation énergétique, tant avec un regard technique pour vous orienter techniquement sur les meilleures options possibles, sur la priorisation des travaux, sur la meilleure articulation des phases de travaux pour atteindre une rénovation véritablement performante que sur une information et un conseil sur les différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique qui existent au niveau national et au niveau local. Et notre accompagnement se traduit par des permanences téléphoniques. Donc, vous pouvez nous joindre par téléphone au numéro qui est affiché tous les jours. Et on propose également des rendez-vous en permanence sur tous les territoires de la Savoie pour des entretiens individuels d'une heure pour faire un bilan général sur votre projet et pour des projets qui seraient ambitieux, qui s'orienteraient plutôt vers ce qu'on appelle la rénovation globale, eh bien, on peut accompagner ces projets ambitieux de manière un peu plus fine à travers une visite sur place, une étude thermique et un accompagnement complet jusqu'aux travaux. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier qui s'applique tant à l'habitat individuel, et ça c'est ma partie, que à l'habitat en copropriété. C'est plutôt la spécialité de Manon et de ses collègues du pôle copropriété. Et parallèlement à tout ça, on anime aussi des stands, des événements pour informer, sensibiliser sur la rénovation énergétique en particulier, et puis bah, plus globalement aussi sur toutes les questions liées à l'énergie dans l'habitat. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est avec vous ce soir pour aborder la question de cette sobriété énergétique. Et avant que l'enregistrement ne commence, je vous ai plusieurs fois incité à allumer votre webcam et votre micro pour que ce soit plus simple et plus convivial pour nous. Or, on est en train de parler de sobriété énergétique, alors je vois déjà les petits personnages dans vos cerveaux qui se disent, bah, on parle sobriété, mais pourtant la vidéo, dis donc, ça a un impact énergétique, etc. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de vous présenter ce site Impact CO2 qui est administré par l'ADEME et qui vous permet, pour tout un tas de tâches globales ou de tâches du quotidien, de calculer l'impact en équivalent CO2 qu'ils ont, et ça permet d'avoir des comparatifs qui sont intéressants sur nos quotidiens. Et on s'est amusé à faire ce calcul pour une heure de visioconférence euh, avec et sans webcam. Et la différence en une heure de visioconférence entre ces deux options, ça équivaut en termes d'émissions de CO2 à l'impact qu'a la production d'une tête de gousse d'ail. Donc c'est pas énorme. Donc si vous laissez votre webcam éteinte pour des considérations écologiques, bah, je vous proposerais de faire une mayonnaise la prochaine fois que vous avez prévu de faire un aioli et de plutôt allumer la webcam ce soir pour être avec nous. Euh, voilà, on va du coup se lancer maintenant dans le vif du sujet avec un bref récap de quoi on va parler. Déjà, on va repositionner la sobriété énergétique dans le contexte de la transition écologique et on va essayer de définir ce sujet qui est bien souvent utilisé un peu à tort et à travers, ou en tout cas pas dans son sens premier. Or, les mots ont un sens et c'est important de bien qu'on soit bien tous d'accord de quoi on va parler là ensemble pendant une heure.
On va voir aussi comment la sobriété énergétique, ça se traduit ça peut se traduire en tout cas dans notre pratique quotidienne à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Et puis ensuite, ben, on fera un vrai zoom sur comment est-ce qu'on l'applique dans son logement à l'échelle individuelle pour faire des économies d'énergie, donc avec tant un côté vertueux sur le plan environnemental que sur le plan financier, parce que faire des économies d'énergie, c'est bon aussi pour nos porte-monnaies. Et qu'est-ce qui marche vraiment comme éco-geste? À quoi est-ce qu'il faut faire attention? Et puis, ben, en conclusion, on pourra aborder la question de l'impact de tous ces petits gestes du quotidien. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Euh, Pour commencer, du coup, sur le contexte, où on va passer un petit peu rapidement sur je vais dire le climat général, mais oui, la situation climatique actuelle. Donc là, on voit sur ce graphique la hausse des températures sur notre territoire, hein, ici dans les Alpes, qui ne fait plus débat aujourd'hui. L'origine anthropique, c'est-à-dire l'origine humaine de ce réchauffement climatique, ne fait plus débat non plus aujourd'hui. Il est vrai que les impacts et les évolutions climatiques varient selon là où on se situe sur la planète, selon qu'on est à l'équateur ou au pôle. Les impacts vont être plus ou moins forts et rapides, mais en tout cas, voilà, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Les activités humaines en sont à l'origine majoritaire. Si on continue sur cette trajectoire, on s'expose à des risques considérables pour l'habitabilité de notre planète. Voilà, pour faire simple sur un contexte réjouissant. Face à ce constat, on a deux stratégies qui peuvent être adoptées et qui doivent être adoptées en réalité de manière conjointe. Euh, D'une part, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Chaque degré compte, chaque tonne de CO2 non Mhm. émise dans l'atmosphère sera importante. Oui, Hélène, vous aviez une remarque? Ça m'impressionne, juste Je vais couper, je vais Ouais. couper pour mes réactions. Mais Non, non. oui, oui, ça m'impressionne. Voilà. Le graphique là qui est présenté. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Je trouve que cette modélisation, elle est intéressante à deux égards. Elle permet déjà de voir là où on en est aujourd'hui par rapport à la période de référence de 1975. Donc on voit qu'il y a déjà eu... Donc là, c'est sur la question des nombres vis-à-vis des vagues de chaleur, d'accord? Donc c'est un des sous-thèmes du réchauffement climatique, d'accord? Une des conséquences du réchauffement climatique. Il y en a plein d'autres. Euh, mais quand on s'intéresse à ce sujet-là, on voit que déjà aujourd'hui, la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur a augmenté depuis le siècle dernier. Et on voit que ce qui est important à retenir aussi sur ce graphique, en bas sur les deux derniers schémas, c'est la conséquence qu'aurait l'action ou l'inaction aujourd'hui. C'est-à-dire que si nous continuons sur la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sur laquelle nous sommes aujourd'hui, on s'oriente vers le graphique de droite qui est tout cramoisi et qui n'a pas l'air très séduisant. Alors que sur le graphique de gauche, on voit qu'il est encore temps, si nous mettons aujourd'hui au travail sérieusement et que nous arrivons à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on peut encore éviter un emballement qui deviendrait dramatique. C'est aussi le propos fort qui a été ressorti du dernier rapport du GIEC, c'est-à-dire que la situation, elle est clairement grave, mais il est encore temps d'agir et il est de notre responsabilité collective de le faire. Donc ça, c'est pour la partie atténuation du réchauffement climatique. Et puis, ben, il y a aussi toute la partie adaptation parce que, eh bien, malheureusement, des événements sont déjà en cours. Si l'atténuation n'est pas suffisante, on va se retrouver dans des situations de crise qui sont compliquées. Et du coup, il faut qu'on se prépare aussi à faire face à des événements climatiques pour lesquels, sur lesquels on n'a pas l'habitude.
Voilà, ça c'est les deux, disons les deux jambes quoi, grâce auxquelles on va essayer d'avancer vis-à-vis de cette euh, question climatique. On a l'habitude de se dire que à notre service et pour réussir à relever ce défi, on a trois outils à notre disposition. Et là, je m'inspire, enfin pas je m'inspire d'ailleurs, je copie volontairement le triptyque développé par l'association Negawatt, qui travaille sur des scénarios de transition énergétique au même titre que ce que font RTE, ce que font le GIEC à l'échelle mondiale, etc. Euh, dans tous ces scénarios de transition qui réfléchissent à comment faire pour arriver à la neutralité carbone en 2050 et qui donc permettrait de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré, se dégagent toujours trois piliers essentiels que sont d'une part la sobriété, donc c'est de questionner, on va repréciser ça bien sûr dans un instant, mais c'est de questionner nos usages de l'énergie et de questionner leur validité pour essayer d'avoir à la base besoin du moins d'énergie possible. Ensuite, le pilier de l'efficacité, c'est-à-dire les besoins que je dois satisfaire, comment est-ce que je fais pour les satisfaire de la manière la plus efficace possible, donc avec les meilleurs rendements, avec le moins de pertes, etc. en cours de route. Donc ça, c'est très techno. Et puis en dernier lieu, bah, du coup, ces services énergétiques efficaces, eh bien, comment les remplir avec des énergies renouvelables et donc des énergies non fossiles. Ça, c'est un peu la démarche générale dans la transition énergétique en tout cas pour mettre en lumière les trois grandes armes qu'on a à notre disposition. Et bien souvent, dans le discours commun, on entend beaucoup parler de l'efficacité, on entend beaucoup parler des énergies renouvelables. Et puis, bah, la sobriété, elle a fait son entrée sur le devant de la scène, si je peux dire, l'année dernière, l'hiver dernier, au moment de la crise en Ukraine et au moment où il y avait eu des craintes sur les possibilités d'approvisionnement en électricité, en gaz, etc. Où on a dit, oulala, attention. Il faut essayer d'en avoir besoin le moins possible à la base. Mais disons que c'était pas nouveau. Ça fait des décennies que, encore une fois, tous les scénarios de prospective sur la transition énergétique mettent en lumière le caractère incontournable, en fait, de la sobriété, de réduire nos besoins en énergie à la source pour réussir la transition énergétique. Est-ce que, Manon, jusqu'ici, tu as pu relever des questions ou des remarques sur la discussion, ou est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait prendre la parole? Allons-y, c'est le moment. Bah, sur l'introduction, non, pas trop. Il n'y a pas eu de questions Ok, particulières. ça marche. Merci. On va passer donc maintenant sur la définition du sujet. Donc, en introduction, on vous mettez le lien vers un petit nuage de mots. Je vais essayer de l'afficher à l'écran. Là, est-ce qu'on le voit maintenant à l'écran? Ouais, ok. Pour voir qu'est-ce qui vous venait à l'esprit quand on parlait de sobriété énergétique. Alors, il y a pas mal de choses qui reviennent. Alors, ouais, la question de l'anticipation, faire moins, anticipation à venir. Donc voilà, j'imagine, dans cette logique de prospective, de préparer la transition énergétique. L'isolation, faire des économies. Le froid, la chaleur, l'eau, effectivement, tout ça, c'est des thèmes qui sont concernés. La sobriété énergétique, ça concerne beaucoup de champs, on va le voir. La frugalité, effectivement. Privation, contrainte, ouais, ça peut être aussi une autre facette de la vision qu'on peut avoir de la sobriété. Est-ce que faire moins, ça veut dire rogner sur mon confort? Est-ce que ça veut dire faire des sacrifices sur mes habitudes? C'est une bonne question. Et le lien avec les énergies fossiles, ben là, on l'a vu, pareil avec le triptyque des leviers à notre disposition, le parallèle aussi
avec les énergies renouvelables. Si on cherche à définir le sujet de la sobriété énergétique, on peut se référer à la définition qu'en avait fait Luc Semal, qui était chercheur en théorie politique, et qui dit, qui définit la sobriété en opposition à l'efficacité renouvelable. En la définissant de la manière suivante, il dit, contrairement à l'efficacité ou à l'utilisation des énergies renouvelables, la sobriété ne s'appuie pas sur des aménagements techniques, mais bien sur des choix de vie qui conduisent à réduire, voire à supprimer le service énergétique lui-même, au risque de questionner les normes de confort modernes. Efficacité et énergie renouvelable sont techniques et laissent espérer une continuité des modes de vie, là où la sobriété énergétique se distingue par sa dimension essentiellement sociopolitique, impliquant une remise en cause de nos habitudes de consommation. Donc, on voit, enfin, on commence à apercevoir une grosse différence, quoi, enfin, une grosse singularité de la sobriété qui a vraiment un lien avec le questionnement de nos modes de vie. Et on confond souvent sobriété et efficacité dans les discours communs. C'est pour ça que je voulais vous proposer un petit quiz que je laisserai Manon lancer. Sobriété versus efficacité. Donc il y a, il me semble, 5 questions. Un petit sondage qui devrait apparaître sur vos écrans. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Euh, et où l'idée, c'est de répondre, est-ce que la proposition qui est faite relève plutôt d'une démarche de sobriété ou d'une démarche d'efficacité? Et comme ça, déjà, c'est sur des exemples simples et concrets qui nous permettront de bien être sûr d'être en train de tous parler la même chose. Ça te met impossible de lancer le sondage. Alors, je vais essayer de le faire de mon côté. Hop, je lance. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Donc voilà, on se laisse une petite minute pour répondre à ces questions. Donc, je lis les questions au fur et à mesure avec vous. Donc, est-ce que baisser la température de son ballon d'eau chaude, ça relève plutôt de la sobriété ou de l'efficacité? Est-ce que isoler ses combles pour consommer moins de chauffage, c'est de la sobriété ou de l'efficacité? Est-ce que remplacer sa voiture par une voiture électrique, c'est sobriété ou efficacité? Est-ce que diminuer la température de consigne de mon logement, ça relève de la sobriété ou de l'efficacité? Et est-ce que rouler moins vite sur l'autoroute, ça relève d'une démarche de sobriété ou d'efficacité? Tac. Je laisse encore 10 secondes et on va voir les réponses. Ah, je vois qu'il y en a encore là qui arrivent. Tac, tac. Ça marche. Allez, je mets fin au sondage. On va voir les résultats. Déjà voir s'ils sont unanimes ou pas. Euh, Partager les résultats. Là, vous voyez les réponses, là? Oui. Ouais. Ah, merci, Victor. Ok, donc baisser la température de son ballon d'eau chaude à 55 au lieu de 70, 100% sobriété, 100% de bonnes réponses. Bravo, super simple. Et effectivement, là, on a baissé le niveau de service demandé. Donc en passant de 70 à 55, on n'a pas cherché à avoir un ballon d'eau chaude plus performant. On a juste réduit la température de consigne à 55 degrés. Je rappelle que 55 degrés, c'est la température de consigne d'un ballon d'eau chaude qui est recommandée. Ça sert à rien d'aller plus. 55 degrés, c'est largement suffisant pour assurer le confort sous la douche et tout en éliminant les risques de légionnelle qu'on peut retrouver lorsque on ne met pas son eau chaude suffisamment chaude dans le ballon. Isoler ses combles pour consommer moins de chauffage, essentiellement des réponses sur l'efficacité. Effectivement, là, on vient appliquer une solution technique, certes pour consommer moins de chauffage, mais on n'a pas cherché à réduire
sa sensation de confort ou quoi dans la maison, on est venu appliquer une solution technique, on a fait un investissement. C'est une solution d'efficacité. Remplacer sa voiture par une voiture électrique, là, la question, elle est... Là, elle a posé Ouais, dis-moi. il y a eu quelques réactions sur cette question. J'ai- Que pour la voiture, ce n'est ni l'un ni l'autre, mais un changement d'énergie uniquement. Et apparemment, ils sont plusieurs à être d'accord. Oui, Ce n'est c'est pas vrai, vraiment de c'était la une question. sobriété ou de l'efficacité. Non, c'est vrai, c'était une question un peu piège et puis volontairement suffisamment floue pour entretenir le doute. Hmm. Effectivement, là, il s'agit simplement de passer d'une énergie à l'autre, là où on aurait pu voir poindre une note de sobriété dans cette proposition, ça aurait pu être si on avait questionné en fait le volume du véhicule, c'est-à-dire j'ai un break que j'utilise quotidiennement en autosolisme pour aller au travail, bah, si je le remplace par un plus petit véhicule électrique ou non d'ailleurs, mais un plus petit véhicule où on peut après encore mieux parler des mobilités douces, mais je réduis la taille de la voiture, et ben, ça aurait été plutôt une question de sobriété. Oui, mais de façon générale, acheter une voiture électrique, on est obligé de changer ses habitudes. Donc c'est à la fois technique et à la fois, vous voyez ce que je veux dire? À la On est, f- on est obligé de changer ses habitudes pour quelle raison? Eh ben, par exemple, je peux pas décider de faire 400 kilomètres Oui. sans réfléchir au point de recharge. Ouais. Oui, ça demande une adaptation du mode Tout de est, vie à cause de la contrainte de recharge. Ouais, ouais, tout à fait. par exemple. Mm, Oui, ça rejoint ce que disait Olivier sur la discussion. mm. Euh, Diminuer la température de consigne de mon logement, bah là, voilà, c'était le pendant de l'isolation des combles. En fait, isoler les combles, c'est l'action d'efficacité. Diminuer la température de consigne de mon logement. J'arrive au même résultat, je fais des économies d'énergie, sauf que dans un cas, j'ai adapté mon mode de vie et dans l'autre cas, j'ai appliqué une solution technique. Je ne suis pas du tout en train de hiérarchiser ces deux solutions. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Euh, je rappelle simplement que les deux, en réalité, sont complémentaires et toutes les deux tout autant nécessaires dans la transition énergétique. Et rouler moins vite sur l'autoroute, voilà, ça c'est une action de sobriété aussi. On va réduire le besoin de service. Le besoin de service, là en l'occurrence, c'était la vitesse et le temps de trajet. On va réduire cette exigence-là pour consommer moins. Ok. Bon, vous voyez un peu l'idée, quoi, hein, sobriété, efficacité, on n'est pas en train de parler de la même chose. Et pourquoi est-ce que cette distinction, elle est importante? Parce qu'en fait, ces deux éléments, sobriété et efficacité, sont très, très complémentaires et viennent s'alimenter l'un l'autre. Notamment, on ne peut pas envisager de politique d'efficacité énergétique sur quelque sujet qu'il soit, qu'on soit en train de parler de la mobilité, qu'on soit en train de parler du logement, de l'alimentation ou quoi que ce soit, sans y intégrer le pendant de sobriété, parce que sinon, euh, on retrouve bien souvent les gains attendus par les politiques d'efficacité se font bien souvent manger, entre guillemets, par l'un de nos adversaires les plus féroces, qui est l'effet rebond, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'effet rebond, c'est l'effet un peu pervers de l'efficacité. Euh, un exemple valant mieux que tous les Ah, discours. d'accord. Par exemple, euh, il y a eu une grande politique de remplacement des ampoules à incandescence par des LED. Les LED étant 10 fois plus efficaces que les ampoules à incandescence, elles durent aussi 10 fois plus longtemps. Et donc, entre le début des années 2000 et 2021, on a pu constater qu'environ la moitié des logements avaient été équipés pour l'éclairage avec des LED. Et donc, on aurait pu s'attendre à avoir des gains euh, énergétiques considérables sur la partie éclairage de nos factures énergétiques. Or, le gain a bien été au rendez-vous, mais il était bien moins important que celui qui avait été estimé à la base. Pourquoi? Parce que
parallèlement à cette vague de remplacement, on a augmenté par un facteur x10 le nombre de points lumineux dans les logements. Donc là où avant on avait ok, une ampoule à incandescence, mais une ampoule, un abat-jour dans le salon, aujourd'hui on se retrouve avec 10 spots dans la même pièce. Donc, ça, c'est juste un exemple. Il y a l'autre qui est inscrit ici sur ce petit dessin sur le fait qu'effectivement, les voitures ont des consommations au kilomètre de moins en moins importantes, mais en fait, on prend la voiture de plus en plus souvent. Donc, le gain qu'on espère voir grâce à des politiques d'efficacité, eh bien, est en partie mangé par l'augmentation de l'usage. Donc, la sobriété, l'un de ses enjeux, c'est aussi de lutter contre cet effet rebond pour que ben, toutes les avancées technologiques que les industriels, les fabricants mettent en œuvre dans la recherche et développement, dans la diffusion de solutions techniques efficaces, ne soient pas annihilées par l'effet rebond. En tous les cas, on l'a vu, la sobriété énergétique, c'est un levier qui vient questionner nos modes de vie et donc qui vient questionner nos besoins et qui vient nous obliger à collectivement nous interroger sur la nécessité ou non d'un service. Par exemple, est-ce que je juge nécessaire et vital de me déplacer avec un SUV en ville? Est-ce que je juge nécessaire et vital de me loger dans un logement décent, exempt d'humidité? Est-ce que je juge indispensable que les enfants à l'école puissent étudier dans des salles de classe qui ne soient pas des congélateurs ou des fours? Est-ce que je juge futile de consommer 40 kilos de textiles neufs par an? Voilà. Et quand je dis je juge, c'est bien sûr pas des décisions qui doivent être prises à l'échelle individuelle, ce sont des questionnements qui doivent être posés à l'échelle collective pour, en face de ces arbitrages, pouvoir poser des politiques d'incitation, d'obligation ou d'interdiction. Est-ce que, Manon, on a eu des remarques, des questions, des éléments là à partager? On a une question, mais on va la garder pour la conclusion. Ah, Non, j'adore. Un teasing on va faire pour vous obliger à rester jusqu'au bout. voilà. Super, ça marche. Bon, là, on était très dans le concept, hein. On va atterrir un peu avec la sobriété en pratique. Concrètement, de quoi on parle? On va prendre un exemple. Et là, préparez votre clavier ou préparez-vous à allumer votre micro. On va prendre un exemple. Si par un bon matin pluvieux, tout d'un coup, vous tendez un vélo à votre voisin automobiliste invétéré, en lui signifiant qu'il serait quand même pas si mal s'il pouvait faire les 5 kilomètres qu'il sépare de son lieu de travail en vélo, il y a de fortes chances que vous preniez une porte et qui gentiment qui rentre dans sa voiture et qui vous dise à demain, cher voisin. Et on peut le comprendre. Euh, Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait été intéressant que notre cher voisin fasse ou croise? De quoi est-ce qu'il aurait eu besoin en amont de ce bon joli matin pluvieux pour que ce vélo tendu ne lui semble pas être complètement extravagant, mais qu'il puisse envisager la possibilité de se dire, bah ouais, tiens, pourquoi pas, en fait, effectivement, je pourrais le faire à vélo. De quoi il aurait eu besoin en amont, ce cher voisin? Bah, déjà, s'il avait fait beau, ça aurait été plus facile. Ouais. Voilà, déjà, j'avoue, j'ai mis un gros handicap dès le départ. Mais bon, ça, la météo, Parce que il y a un slogan en ce moment que j'aime bien, c'est Il fait beau, prends ton vélo. ouais, c'est vrai. Bon, la météo, malheureusement, effectivement, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais bon, quand il pleut, quelle solution est-ce qu'on a?
à vélo. Alors, Oh on non. a Béa qui dit être sensibilisé et avoir déjà testé. Ouais, Bah ok, oui. merci. Allons-y, hein. Là, c'est les idées qui fusent, et puis ensuite on va trier tout ça. Donc sensibiliser, tester, quoi d'autre? Moi, je dirais que c'est un peu. Alors là, ça va être politique avec ce qu'on nous dit actuellement. C'est des cours d'altruisme et de penser aux autres avant de penser à son confort individuel. Et c'est vrai que se dire que, par exemple, avoir un logement plus petit, un véhicule plus petit, prendre le véhicule, enfin prendre le vélo au lieu de prendre sa voiture pour faire les 5 kilomètres, c'est pas forcément pour nous, c'est globalement pour un peu tout le monde. Mhm. Ouais, je rejoindrai, je relirai ce que vous dites avec la question de la sensibilisation. Alors, dans la sensibilisation, il peut y avoir plein de sous-catégories de sensibilisation, mais là, en l'occurrence, effectivement, aussi sur l'enjeu environnemental et collectif de ce type de pratique, effectivement, ouais, qu'il y a d'autres idées. On a connaître les avantages du déplacement en vélo, avoir le temps de digérer l'idée, Ouais, des pistes cyclables sécurisées. Béa est très inspirée par ok, l'exercice. ok. Des pistes cyclables, ouais, donc de l'aménagement, le temps de digérer, c'est-à-dire pas forcément tout faire du jour au lendemain et aller trop fort et trop vite, si je comprends. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Ah, là, on part sur proposer le vélo comme un moyen de transport par son employeur. Ouais, ça peut être des mesures incitatives, hein, effectivement, sur des remboursements de kilomètres faits à vélo, par exemple, des indemnités kilométriques plutôt à vélo. Ouais, ok. Euh, Dans ce que vous avez dit, on voit se dessiner deux grandes familles en fait entre ce qui relève pas de notre voisin, c'est-à-dire c'est pas notre voisin qui va créer la piste cyclable entre chez lui et son travail. C'est pas notre voisin, à moins qu'il soit lui-même patron de sa propre boîte, mais sinon c'est pas lui qui va décider de mettre en place une indemnité kilométrique. C'est pas lui qui va s'auto-sensibiliser à l'intérêt du vélo, que ce soit l'intérêt environnemental, que ce soit l'intérêt pour sa santé, etc. Et puis, il y a aussi ce qui relève de lui, donc c'est-à-dire la possibilité d'avoir pu tester, d'avoir pu s'équiper contre la pluie aussi, par exemple. Euh, Ces deux dimensions, collective, individuelle, on peut même presque encore les, re, les repréciser à travers ces quatre dimensions-là de la sobriété énergétique que je vais illustrer en fait avec ce que vous avez dit hein, pour la majeure partie des choses. Mais effectivement, notre voisin, là, si on avait pu construire une piste cyclable entre chez lui et son lieu de travail, ça aurait été plus évident pour lui. Donc ça, c'est ce qui relève plutôt de la sobriété structurelle. Si on lui avait donné l'occasion de tester aussi le vélo, il y a plein de types de vélos différents, des vélos de course, des vélos de route, des vélos à assistance électrique, des vélos musculaires, des vélos cargo si jamais il a du matériel à transporter, des petits vélos qui se plient, des gros vélos pour toute la famille. Donc ça, c'est ce qui relève plutôt de la sobriété qu'on appelle dimensionnelle, c'est-à-dire lui donner en fait la possibilité de tester différents éléments pour choisir celui qui est le plus adapté à son besoin. Et puis peut-être d'ailleurs que c'est pas un vélo, peut-être que c'est une trottinette en fait électrique qui lui irait bien à ce monsieur. Qui sait? Voilà, peut-être que s'il avait rencontré son médecin qui l'aurait alerté sur les dangers de la grande sédentarité, qu'il y avait un atelier vélomobile qui se déplace sur son lieu de travail chaque mois, par exemple, pour assurer la maintenance des vélos, ça l'aurait aussi bien été aidé dans la catégorie sobriété d'usage. Donc c'est tout ce qui est lutte contre l'obsolescence programmée ou pas, l'entretien des équipements, etc.
Et puis, ben, la dernière dimension, mince, je m'étais trompée de slide. La dernière dimension, c'est la sobriété conviviale. Là, c'est plutôt ce qui relève du fait qu'il ait peut-être pu justement tester et se créer une bonne image du vélo en allant faire une sortie avec vous, son voisin, ou avec ses petits-enfants, et remettre en fait un imaginaire positif autour de ce mode de transport. Ça aurait pu aussi l'aider enfin, tout ça réuni aurait pu nous aider par ce beau matin pluvieux, à ce qu'elle ne nous regarde pas comme un extraterrestre. Et on voit bien que du coup, euh, comme on le pointait avec vos exemples, on a de manière caricaturale un petit peu ces dimensions là de la sobriété se s'entendent en fait du plus collectif au plus individuel en termes d'échelle. Et là encore, il ne s'agit pas de hiérarchiser sur ce qui est le plus important. Tout ça enfin, ces deux facettes de la sobriété doivent cohabiter et même s'alimenter mutuellement. Simplement, aujourd'hui, ce soir, pour le temps qui nous occupe ensemble pour ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur la facette individuelle de la sobriété énergétique. Comment est-ce que moi, chez moi, je peux mettre en place des gestes qui vont me permettre, sans investissement, de réduire mon besoin en énergie. Et puis, on va vraiment se concentrer aussi sur l'aspect logement, parce qu'on a vu, hein, là, on parlait d'un cas d'application sur la mobilité, on aurait pu parler de l'alimentation, on aurait pu parler de tout un tas d'autres dimensions. Mais ce soir, ensemble, on va se concentrer sur les éco-gestes individuels dans le logement. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce stade, là encore? On a eu quelques retours encore sur le au feu rouge, on peut discuter avec un autre cycliste, que très souvent c'est en effet du social. Euh, on est parti aussi un peu sur la sobriété avec les vieux ordinateurs, mais bon, c'était autre chose. Ce Ok. qui expliquait pourquoi on n'avait pas les micros Ah oui, et les vidéos pour certains. Jean-Christophe qui a dit qu'il faudrait savoir les raisons qui le poussent à utiliser la voiture et voir en quoi le vélo peut rejoindre ses attentes, voire même les dépasser. ouais, effectivement. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail-là qui peut être intéressant à faire et qui doit se faire de manière concomitante avec toutes les propositions plutôt incitatives. Et on voit qu'en effet, le travail a un rôle important pour aussi beaucoup d'idées sur l'installation de douches, sur le fait de pousser à l'utilisation du vélo par les employeurs. Merci. On va s'intéresser donc à nos consommations d'énergie à la maison en lançant déjà encore un, et je vous promets que c'est le dernier, petit sondage sur, à votre avis, comment se répartissent nos besoins en énergie à la maison. On a distingué, je vais le lancer, hein, Manon, je pense. Ça a été lancé, vous l'avez ou Non. Non, non? je vais Bon, le moi, faire. je l'ai bien. Un sondage a été lancé lors de cette réunion. Ah non, j'arrive pas à le lancer moi non plus. Hmm, non, ça fonctionne pas. Ah, ok, c'est bon. Là, vous devez le voir apparaître. L'idée de ce petit sondage, il y a trois options. En fait, euh, ce... Ah bah non, en fait, pardon, je l'ai mal créé. Pardon. On va le faire plutôt à la volée en commentaire, puisque je l'ai pas du tout mis dans le bon sens. Ah, quoi que si, vous pouvez voter pour l'option. En fait, il y a trois options de répartition en fait Ah, entre le chauffage, les consommations donc nécessaires pour répondre aux besoins de chauffage, pour l'électricité spécifique, donc éclairage, électroménager, électronique, hors frigo, puisqu'on a un poste spécial pour le froid en dehors de la clim, donc frigo, congélateur, Il y a pour la Hélène qui a une question, je crois. et l'eau chaude. Ouais, Hélène, on vous écoute.
Est-ce que vous avez éteint votre micro et vous avez levé la main? Alors du coup, je ne sais pas si c'est parce que vous aviez une question, Hélène, ou pas. Non, c'était juste pour dire qu'il n'y avait pas trois options, mais cinq. Et oui, Ah, d'accord. c'est D'accord, bien ça, c'était pas un levage de main. je me suis trompée. À votre avis, peut-être sinon par écrit dans la discussion, en fait, les trois options là qui sont sur le sondage, vous n'allez pas les voir. Alors, je vais mettre fin au sondage tout de suite. À votre avis, quelle part représente le chauffage, par exemple, dans nos besoins en énergie à la maison? Est-ce que ça représente plutôt 25% de nos besoins en énergie, plutôt 50% ou plutôt 70%, à votre avis? Comme ça, à la volée. Alors moi, la question s'est posée, on a fait une étude dessus l'an dernier pour les réseaux énergétiques sur une copro. Moi, personnellement, c'est un peu moins que 50%. J'ai plus du tout les chiffres en tête, mais je dois être de l'ordre de 45. Ok, ouais. En tous les cas, c'est une grosse partie. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience, des gens qui auraient, comme Hélène, On a regardé 50%. autour de 50%. 50%? Ouais, 50, la moitié. Hmm, ok. Euh, alors, bon, comme toujours, les statistiques s'entendent à l'échelle de toute une population et doivent être affinées selon les situations. Il est certain qu'on ne va pas du tout être dans les mêmes configurations selon qu'on est en maison individuelle ou en habitat collectif, puisque en habitat collectif, ben, quelque part, on chauffe un peu ses voisins et on est protégé par ses voisins à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en logement collectif, les répartitions ne sont pas les mêmes. Mais là, je vais vous donner les résultats issus des statistiques du SDES pour l'année 2021 sur la répartition des besoins en énergie dans euh, les logements moyens en France. Donc un logement moyen, bien sûr, ça n'existe pas. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un gros poste et dans tous les cas, on le retrouve toujours sur la première marche du podium. Et c'est pour ça que j'ai mis une petite image d'éléphant parce que c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce de notre facture énergétique, c'est le chauffage, c'est lui qui nous pompe l'essentiel de l'énergie dont on a besoin. Il est suivi par deux postes également très importants que sont l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau chaude sanitaire, celle nécessaire pour l'électricité spécifique, donc éclairage, appareils électroménagers, encore une fois hors frigo et tout ce qui est électronique. Et puis ensuite, les deux postes suivants, quand même importants, c'est le froid, donc frigo, congélateur, et la cuisson. On va prendre un moment pour vraiment s'attarder donc sur ce gros poste-là, le chauffage, puisque ben, au plus on s'attaque à quelque chose d'important, bah, au plus les efforts qu'on y met vont avoir un impact important eux aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à comment diminuer ses consommations d'énergie sur les autres postes, mais on va vraiment se concentrer ensemble là sur le chauffage. Et avant ça, quand même, pour pas laisser les petits éléphants du froid, de la cuisson et de l'électricité spécifique en rade, simplement se dire que sur ces postes-là, il y a des actions très simples qui peuvent être mises en œuvre, que vous faites déjà peut-être même d'ailleurs sans savoir que vous menez des actions de sobriété d'ores et déjà chez vous. Mais par exemple, pour ce qui est de la cuisson, bah, c'est mettre un couvercle sur la casserole. Ça va être aussi, pourquoi pas, finir la cuisson en utilisant une marmite norvégienne. Ce sont ces espèces de boîtes dans lesquelles on va pouvoir, des boîtes isolées dans lesquelles on va pouvoir mettre la cocotte pour continuer la cuisson grâce à l'inertie en fait du système sans avoir besoin de le laisser sur le feu ou sur la plaque électrique. Et ce qui marche très bien, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Sur le froid, donc congélateur, frigo, là où le levier il va être le plus important, ça va être surtout sur la dimension en fait des équipements. Il vaut mieux avoir un frigo avec une étiquette E
Alors, je parle des nouvelles étiquettes énergétiques, hein. Une étiquette A++, là, c'est les anciennes étiquettes énergie de l'électroménager. Les équipements neufs aujourd'hui, une étiquette E correspond à une étiquette A++ d'avant. D'accord? Le changement de l'échelle a permis de traduire justement les gains en efficacité importants qui ont été réalisés sur ce type d'équipement. Mais du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, il vaut mieux un frigo de 150 litres avec une étiquette énergétique moyenne, genre A++ ou E actuellement, que un super frigo hyper performant, top du top en étiquette énergétique, mais américain de 350 litres. Donc, c'est pas toujours possible de réduire le volume dont on a besoin dans son frigo, surtout si on est une grande famille. Mais bien souvent, nous, en conseil, on rencontre des personnes euh, du foyer desquels les enfants sont partis, mais qui ont conservé un frigo dans la cuisine, un petit en appoint pour les bières dans le cellier, et puis un gros congélateur qui aurait pu forcément une utilité à toute épreuve aujourd'hui. Donc, questionner le dimensionnement de ces équipements, c'est là où on va avoir le plus gros gisement d'économie d'énergie sur les appareils qui produisent du froid. Et puis, alors, le FEV, je sais pas, je vais désactiver votre micro parce qu'on entend un Larsen. Euh, et puis, le dernier petit éléphant là, qui est caché derrière une porte, c'est pour traduire les économies d'énergie qu'on peut faire sur le volet plutôt de l'électricité spécifique. Pourquoi est-ce que ce petit éléphant il est caché? Parce qu'en fait, l'essentiel de l'impact énergétique de nos équipements électroniques n'est pas lié à leur usage. Donc même si on ne remet pas du tout et ne repartez pas avec cette idée, loin de moi l'idée de remettre en question le réflexe d'éteindre l'éveil, d'avoir des multiprises avec un interrupteur pour que ce soit plus simple de ne pas laisser ces équipements consommer alors qu'on n'en a pas l'utilité. Les appareils électroniques aujourd'hui, leur plus gros impact énergétique, il se situe au moment de leur fabrication. Pratiquement 80% de leur empreinte énergétique est à cette phase-là de leur cycle de vie. Et donc, le meilleur moyen, alors ça ne va pas impacter notre facture auprès de notre fournisseur d'électricité, mais à l'échelle globale, le meilleur moyen de faire des économies d'énergie sur ce plan-là, des équipements électroniques, c'est de se questionner sur le besoin initial. Est-ce que j'ai vraiment besoin de changer mon téléphone? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouvel écran plus grand? Est-ce que j'ai vraiment besoin de remplacer un équipement qui marche déjà? Et si c'est le cas, est-ce que je ne peux pas plutôt favoriser tout ce qui relève des appareils de seconde main et du réemploi pour éviter cette énorme partie liée aux phases de construction? Je ne m'attarde pas sur l'eau chaude sanitaire, je vous ai donné l'astuce ultime là tout à l'heure en introduction, c'est la température de consigne. Ça sert à rien que votre ballon d'eau chaude il soit à au-delà de 55 degrés. C'est là le plus gros gisement sur l'eau chaude sanitaire. Et donc on va faire un petit zoom sur le chauffage. Je vais relancer un sondage. J'espère que celui-ci, je l'ai bien créé. Un petit sondage facile, un petit sondage vrai-faux. Euh, je vais lire les questions avec vous. Ma chaudière est régulée grâce à une sonde extérieure. Donc ça peut être une chaudière fioul, une pompe à chaleur, une chaudière bois, peu importe. On a une sonde à l'extérieur qui va réguler la température de l'eau du circuit de chauffage en fonction de la température qu'il fait dehors. C'est ça la sonde extérieure. Et du coup, si j'ai ça, si j'ai cette sonde extérieure, je n'ai pas besoin d'installer un thermostat dans le salon parce que sinon, ça va dérégler le système. Est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Question suivante. En cas d'absence, il vaut mieux ne pas arrêter la chaudière, sinon la remise en chauffe consommera trop d'énergie. Est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce que cette affirmation est fausse? Et dernière question. Je dois régler mon chauffage à 19 degrés pour être confortable
à la maison pour me sentir bien. Est-ce que cette affirmation est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Je vous laisse encore 10 secondes pour voter. Et puis, on va regarder les résultats qui sont, mine de rien, assez serrés. Ma chaudière est régulée. J'ai pas besoin d'installer un thermostat. L'essentiel des participants ont voté faux. C'était la bonne réponse. On va rentrer dans le détail après, hein. Juste là, on fait le tour. Et ensuite, sur les deux autres questions, on est à 50-50. Est-ce qu'il faut éteindre sa chaudière en cas d'absence? Grande question. Est-ce qu'il faut se chauffer à 19 pour être bien dans la maison? Grande question. On va rentrer dans le détail tout de suite. Les réponses à ces trois questions étaient identiques. Dans les trois cas, ces trois affirmations sont fausses ou c'est un peu plus compliqué que ça. On parle donc d'idées reçues. Ouais, quelqu'un est en train de réagir? Non? C'est bon? Ok. Première idée reçue. Ma chaudière est régulée grâce à une sonde extérieure. Bon, ça, vous l'aviez, hein. Celle-ci, elle était facile. Et effectivement, c'est pas parce que j'ai une régulation extérieure que je peux faire l'économie d'un thermostat intérieur. Un thermostat intérieur, il va me permettre ma chaudière de comprendre quand il y a un très beau soleil dehors qui, grâce à mes vitrages orientés sud, amène de l'énergie dans la maison. Le thermostat intérieur, il va permettre à ma chaudière de comprendre quand je mets mon appoint en route, par exemple, si j'ai un poêle. Sinon, elle n'a aucun moyen de le savoir, notre chaudière. Et en plus, le thermostat va nous permettre de programmer, de réguler notre besoin, ce qu'on peut difficilement faire avec une sonde extérieure. Donc celle-ci a été facile. L'installation d'un thermostat à l'intérieur pour réguler un système de chauffage, c'est dans 99,99% des cas incontournable pour faire des économies d'énergie. Est-ce que vous appelez la loi d'eau? Vérifier la loi d'eau, ouais, bonne question. Ça, c'est avant même l'installation enfin, avant même ou même parallèlement, en fait, à l'installation d'un thermostat. La loi d'eau, c'est justement cette correspondance entre de la sonde extérieure. Donc, je vous ai dit, elle va voir, selon la température qu'il fait dehors, à quelle température est-ce qu'elle doit chauffer notre circuit d'eau de chauffage. Et donc, ça, c'est une loi mathématique, c'est une loi, enfin, bien souvent, une, une ligne où, en fait, eh ben, quand il fait 0 dehors, par exemple, elle sait qu'il faut qu'elle chauffe l'eau du circuit de chauffage à 55 degrés, par exemple. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui est rentré manuellement, cette loi d'eau. Elle est pas inhérente à la chaudière. Et donc, par exemple, lorsque j'habite dans une passoire énergétique et j'ai une chaudière fuel, par exemple, peu importe, et je rénove ma maison. Je l'isole, je change les fenêtres, j'isole les combles, etc. Je maintiens ma chaudière. Euh, ma loi d'eau, je dois comment dire, la modifier. Parce que là où jadis, effectivement, quand il faisait 0, j'avais besoin que l'eau de mon circuit de chauffage soit à 55 degrés. Aujourd'hui, puisque ma maison est bien isolée, peut-être que de l'eau chauffée à 35 degrés dans mon circuit de chauffage, ce sera suffisant pour répondre à mon besoin de chauffage. Donc, dès lors qu'on fait des travaux de rénovation énergétique et que notre système de chauffage a une régulation par sonde extérieure, c'est bien de demander au chauffagiste, ou si on est un petit peu bricoleur, de regarder soi-même pour réadapter la loi d'eau et pour simplement lui dire, OK, tu n'as plus besoin de te mettre à taquer comme ça, tu peux te détendre un petit peu. Deuxième idée reçue, en cas d'absence, il vaut mieux ne pas arrêter la chaudière, sinon la remise en chauffe consommera trop d'énergie. Alors, oui et non, en tout cas, c'est pas si simple comme question. Là où la réponse est simple, c'est oui quand les froids sont doux. Les froids sont doux, c'est les froids en gros au-dessus de 5 degrés, quoi. Vous voyez, à la mi-saison, quand il fait encore un petit peu frais le matin, mais que ça remonte pendant la journée, dans ces cas-là, la chaudière, en cas d'absence, peut être arrêtée. Ce qui est certain aussi, c'est que
arrêter la chaudière ou pas arrêter la chaudière quand on est absent, c'est une chose, mais jouer sur les réduits même en cas de présence, c'est aussi important. La température entre les chambres, entre les couloirs, les espaces de la maison qui ne sont plus occupés parce que les enfants sont partis, tous ces éléments-là, on n'a pas besoin de les chauffer. Un espace non occupé, c'est un espace qu'on n'a pas besoin de chauffer. Et puis, bah, quand on est absent longtemps, au cœur de l'hiver et qu'il fait très froid, là, la réponse, elle n'est pas si évidente. En tout cas, là, la réponse, elle va essentiellement dépendre de la durée de l'absence. Est-ce qu'on parle d'une absence d'un week-end ou d'une ou 2 semaines? Et aussi du niveau d'inertie de notre maison. L'inertie de la maison, c'est en gros son temps de réaction, quoi. Souvent, les maisons qui ont peu d'inertie, par exemple les maisons en ossature bois, euh, elles sont très très réactives. Dès qu'il fait froid dehors et que j'éteins le chauffage, la température va baisser très vite. Dès qu'il fait chaud dehors, la température va monter aussi. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et puis, les maisons avec beaucoup d'inertie, les maisons lourdes, c'est les maisons en pierre, etc. Elles vont avoir énormément d'inertie. Donc, d'ici à ce que ma maison, la température baisse significativement en plein hiver malgré un temps très froid dehors, il faudra attendre des semaines, voire des mois avant de vraiment atteindre un niveau critique pour le bâti. Un niveau critique pour le bâti en termes de température, c'est une température qui descend en dessous de 13 degrés. Là, on n'aime pas. Ça commence à craindre un petit peu côté humidité dans le bâtiment. Pour plus de détails sur ce sujet, on vous mettra en lien lors de la diffusion du webinaire, un lien vers un dossier technique qu'on avait fait l'hiver dernier sur la sobriété énergétique, où il y a un tableau récapitulatif selon la durée de mon absence, la température extérieure et le niveau d'inertie de ma maison. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'éteins ma chaudière? Est-ce que je l'éteins pas? Et dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à bidouiller. Petit à petit, si on part un week-end ou quoi, c'est comme ça aussi qu'on arrive à se faire son idée. Et dans tous les cas, une chaudière arrêtée, c'est une chaudière qui ne consomme pas. C'est des économies d'énergie. Et la question de la relance, elle se pose uniquement sur le temps que la maison va mettre pour se remettre en température. Et du coup, du temps, du niveau d'inconfort pendant ce temps-là, c'est pas du tout une question d'énergie. Quand on coupe la chaudière, on fait des économies. Point final. Idée reçue, dernière idée reçue qu'on a vue, je dois régler mon chauffage à 19 pour être confortable à la maison. Alors là encore, on va voir que c'est pas si simple cette consigne. On a vu déjà qu'on pouvait alterner entre les pièces de nuit, par exemple, où on peut très bien descendre à 16. C'est d'ailleurs recommandé pour avoir un bon sommeil, de pas surchauffer dans la nuit. Donc 15-16, c'est largement suffisant pour dormir. Bien sûr, il faut une bonne couette. Euh, et, on va redétailler ça et ce sera la dernière partie de notre présentation. Et simplement une petite parenthèse sur ce chiffre qui revient tous les hivers. 1 degré de moins de température de consigne, c'est 7% d'économie d'énergie. Oui, au minimum. C'est-à-dire que 7% d'économie d'énergie, c'est ce qu'on constate sur des vieilles maisons non isolées. Dès lors que vous êtes sur une maison déjà un petit peu isolée, donc sur lesquelles vous avez déjà fait des travaux de rénovation énergétique, ou alors en collectif, ou alors une maison à partir des années 90, etc., 1 degré de température de consigne en moins, ça va plutôt être 10-11% d'économie d'énergie. Sur des maisons récentes, qui datent d'après 2012 ou celles qui sont en train de sortir de terre aujourd'hui, 1 degré de moins de température de consigne, on est plutôt sur des économies d'énergie autour de 15-16%. D'accord? Juste avec 1 degré de moins. D'accord? Donc c'est 7% d'économie minimum. Là encore, prouvez-vous-le en regardant cet hiver ce qui se passe. Vous vous faites une semaine avec 1 degré de moins. Vous verrez bien si c'est si terrible et puis vous verrez bien, selon vos consos, ce que ça donne. Bon, après, l'idée, c'est pas non plus de passer un hiver terrible à avoir froid chez soi, à rester au travail jusque 22 heures parce qu'il y fait bon et rentrer chez soi et vite aller se mettre sous la couette. C'est pas du tout ça le message qu'il faut retenir. L'enjeu de cette question-là, chauffer à 19 dans les pièces de vie, à 16 dans les chambres, il doit bien sûr s'entendre
en respectant un niveau de confort qui convienne à tout le monde. D'accord? Et heureusement, 19 degrés, ça n'est qu'un seul des paramètres qui régissent notre sensation de confort. Le confort, c'est une sensation qui est régie par 6 paramètres. La température de l'air, donc les fameux 19 degrés, ça n'en est qu'un. Il y en a d'autres sur lesquels on peut jouer pour améliorer son niveau de confort tout en diminuant la température de l'air. Donc l'idée, ça n'est pas de simplement baisser son thermostat, c'est baisser son thermostat et jouer sur les autres paramètres pour gagner en confort et pour se sentir toujours aussi bien chez soi, tout en faisant des économies d'énergie. Ces autres paramètres, alors j'ai mis la photo de Monsieur Fanger, qui était le thermicien qui a mis au point cette modélisation des paramètres qui régissent le confort. Ils sont au nombre de 6 et on va regarder point par point qu'est-ce qu'on peut faire de facile à la maison pour jouer sur ces autres paramètres et gagner en confort. Sur la température des parois, par exemple, donc là, vous voyez sur le petit schéma, dans les deux, à droite comme à gauche, il fait 20 degrés dans la pièce, mais dans l'un des cas, le mur à côté de moi, il est à 14 degrés. Donc j'ai une sensation comme s'il faisait 17, alors que si le mur il est à 19, eh ben, j'ai un ressenti. Oh bah tiens, il y a une erreur dans cette. Oh bah, je me suis trompée. On a une sensation de ressenti qui est meilleure, d'accord? C'est vraiment la moyenne en fait entre ces deux éléments. Donc, comment faire pour augmenter la température des parois? Eh ben, on peut isoler effectivement. Ça, c'est plutôt ce qui relève de l'efficacité. Isoler ces murs, ça va les rendre plus chauds. Ça, c'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, ça va nous faire des économies d'énergie. Euh, mais sur le volet sobriété, donc qui améliorera le confort sans faire d'économie d'énergie, c'est là où c'est un peu tordu. On peut mettre des rideaux, on peut mettre des tapis, utiliser plutôt des revêtements chauds comme le bois, la terre cuite, et puis mettre des tentures au mur, des tapisseries, en fait, tous ces éléments qui vont, surtout dans les maisons en pierre ou en briques, qui vont nous séparer en fait du rayonnement froid de ces matériaux. Autre paramètre, c'était la vitesse de l'air. Et bien là, euh, les solutions sont aussi assez évidentes de reprendre l'étanchéité des menuiseries en reprenant les joints, euh, d'obturer les anciens conduits de cheminée ou de ventilation, et je précise les anciens conduits de ventilation, c'est-à-dire que si vous avez installé une VMC, les grilles d'entrée d'air qui sont, ou de sortie d'ailleurs, qui sont dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, n'ont plus de raison d'être, vous pouvez tout à fait les boucher si vous avez installé une VMC. D'accord? Et attention, en cas de chaudière gaz, parfois, les entrées d'air qui sont dans les murs permettent d'assurer à la chaudière son tirage. Pareil pour certains poêles à bois. Donc, vérifiez bien quand même de ne pas obturer le mauvais trou. Fermer les paliers, les sas, et puis pour les systèmes de combustion bois ou gaz d'ailleurs, réfléchir à l'installation d'une entrée d'air dédiée pour assurer la combustion, pour éviter que quand je mette mon poêle en route, il vienne tirer sur les entrées d'air et qu'il fasse rentrer de l'air froid au moment où moi j'ai plutôt envie de me chauffer. Le taux d'humidité va aussi jouer sur la sensation de confort. Un logement humide est un logement inconfortable dans lequel on va avoir besoin de chauffer plus pour se sentir bien. Pas de bol, en plus de l'air humide demande plus d'énergie pour être chauffé que de l'air sec, donc vraiment on est mal sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'une ventilation mécanique ou naturelle est absolument nécessaire, qu'il est nécessaire, même quand il fait froid, d'aérer son logement 10 minutes au moins. Pas plus, de toute façon ça ne servirait plus à rien après une douche, après avoir fait la cuisine, etc. Il restait deux autres paramètres qui étaient l'activité et le niveau d'habillement. Donc, bah, pour le niveau d'habillement, bien sûr, il y a le sempiternel conseil de mettre un pull, mais le torse, ça n'est qu'une seule partie de notre corps, donc ne pas oublier les jambes, les pieds avec des chaussons en laine, etc. Les petites bouillottes qui permettent de ramener de la chaleur au plus proche de soi et d'éviter de chauffer des gros volumes quand on cherche à chauffer finalement rien qu'un tout petit corps.
Et puis pour le niveau d'activité, c'est toujours bien d'inviter ses voisins pour faire un jungle speed, ça ramène de la convivialité et de la chaleur. Euh, voilà, j'en ai terminé sur les éco-gestes dans le logement. Je vais aller très vite en conclusion en fait sur l'impact de tous ces petits gestes qu'on peut faire chez soi, qui sont très souvent raillés comme étant inutiles et comme venant nous détourner en fait des vrais enjeux à des échelles plus collectives. Je dis, je répète et je maintiens que les questions de sobriété énergétique s'entendent à toutes les échelles, qu'il n'y a pas de hiérarchie à avoir et que les, euh, les problématiques doivent être prises sur tous les fronts, si on peut dire. Il y a une étude qui était parue en 2021, réalisée par le cabinet Carbone 4, qui s'appelle Faire sa part, et qui démontre en fait que les éco-gestes à l'échelle individuelle peuvent contribuer à la réduction de jusqu'à 25% de l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française moyen. Donc 25%, c'est déjà un quart du chemin qu'il y a à faire, donc c'est pas suffisant, mais ça reste nécessaire. Et donc ça, c'est plutôt sur l'aspect euh, impact environnemental. Et puis sur l'aspect impact financier sur nos porte-monnaies, nous, on accompagne depuis plusieurs années des défis qui avant s'appelaient défis énergie positive, aujourd'hui ça s'appelle les défis déclic, où on accompagne des familles à mettre en place chez elles des éco-gestes pour diminuer leur consommation d'énergie. Et on constate bien souvent sur l'espace des 3 mois que durent les défis, des réductions de factures énergétiques de l'ordre de 15-20% sans investissement et sans gros bouleversement des modes de vie. Euh, Ces chiffres sont à prendre avec d'autant plus d'ampleur que généralement les familles qui s'inscrivent à ce genre de défi sont des familles déjà sensibles aux questions environnementales. Bien souvent, ce sont des personnes qui, en arrivant dans les défis, nous disent, mais oui, mais moi je fais déjà tout ce qu'il faut. Et oui, ils font déjà énormément de choses, mais en fait, on trouve toujours des gisements cachés d'économie d'énergie à faire à la maison. Donc voilà, et ça a des impacts très significatifs sur les factures énergétiques, ce qui est d'autant plus important avec euh, la- le prix de l'énergie qui a considérablement augmenté l'année dernière. Voilà, Manon, est-ce qu'il y a des remarques que tu as lues, que tu aimerais partager avec nous? J'avais une question, je suis un peu déçue parce qu'il a quitté la... Il vient de quitter la conférence, mais oui, il avait posé la question sur savoir si, selon nous, la sobriété, il y en avait assez dans le plan présenté par Monsieur Macron hier. Si on peut lancer sur toute la nuit comme ça. Ouais, disons que il n'a pas, dans la présentation d'hier, elle n'a pas été tellement explicité et précisé ces enjeux les enjeux de sobriété dont il parlait. Ce qu'on peut, par contre, ce que ça permet de souligner, par contre, c'est qu'en fait, ça n'est que depuis novembre 2022 que le mot sobriété est enfin entré dans le champ lexical des discours politiques. Donc, euh, on peut légitimement questionner après la mise en œuvre, etc. Et on attend toutes et tous des mesures qui soient fortes et à la hauteur des enjeux. On verra dans les semaines à venir. Mais en tous les cas, on peut souligner que c'est un sujet qui a fait son apparition sur le devant de la scène des enjeux écologiques et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça faisait des décennies pour pour certains organismes qui souhaitaient mettre en lumière l'importance de ce sujet. Ça marche. Eh ben, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi de votre participation. Euh, J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Je vous remets la petite slide où il y a notre numéro de téléphone si vous souhaitez nous contacter pour un projet de rénovation énergétique, pour une
une analyse de vos consommations d'énergie pour voir ce qui serait intéressant à faire chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. Et ce que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur, en maison individuelle ou en copropriété. Voilà, nous sommes disponibles pour vous accompagner dans vos réflexions et vos projets.